Я говорю, все-таки сразу видно, что профессор. Коллеги, присаживайтесь. Вот сейчас как раз время присесть, чтобы... Ну, коллеги, давайте оперативно. Все-таки я рекомендую присесть. Алексей Федорович, и вам тоже присесть. И вам присесть. Merci beaucoup. Все, коллеги. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre conférence. J'ai été déjà intervenu il y a 2 jours chez RUDN et je vais essayer de faire à peu près le même exposé. Je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de temps disponible devant moi. Le sujet effectivement que je veux traiter aujourd'hui, c'est le sujet des relations entre les États-Unis et la Chine, un sujet qui est devenu central et majeur, et un sujet que j'ai beaucoup travaillé. J'ai écrit en 2011 un livre intitulé « La visée hégémonique de la Chine », qui s'est avéré malheureusement très prémonitoire. Ce livre d'ailleurs a été traduit en russe, je crois qu'il a été publié en russe en 2012. Dans ce livre, ma grille de lecture repose sur 3 enseignements tirés de l'histoire internationale. 3 enseignements qui sont majeurs pour comprendre la stratégie de la Chine. Le premier enseignement, c'est que les excédents commerciaux renouvelés assurent la prospérité économique aux pays qui en bénéficient. Si la Chine a vu sa croissance exploser à la hausse, c'est parce que la Chine a su obtenir et renouveler des excédents commerciaux considérables. Le deuxième enseignement, c'est que la prospérité économique engendre la puissance géopolitique. Un pays qui accumule des excédents commerciaux renouvelés bénéficie d'une croissance saine et durable. Ces excédents commerciaux s'accumulent en réserves de change et ces réserves de change sont la base financière pour développer une politique de subordination diplomatique d'un certain nombre de pays et pour se créer, par exemple, un réseau de bases militaires à l'étranger et un réseau et des programmes militaires très audacieux. Le troisième enseignement, c'est que le troisième enseignement vient des 2 autres, c'est que la stratégie mercantiliste est la voie royale pour les pays qui visent à ravir l'hégémonie aux pays hégémoniques antérieurs. En quoi consiste précisément la stratégie mercantiliste? Elle consiste à renouveler des excédents commerciaux massifs, particulièrement dans le secteur manufacturier. Ces excédents massifs, encore une fois, accentuent les réserves de change, gonflent la puissance diplomatique et militaire, et surtout, dans le même temps, les déficits commerciaux symétriques que la puissance mercantiliste inflige à ses concurrents limitent leur croissance économique, les contraignent à s'endetter à l'étranger et portent atteinte à leur puissance diplomatique et militaire. Je prendrai simplement 2 grands exemples dans l'histoire économique. Si en 1815, la Grande-Bretagne l'a emporté définitivement sur la France pour établir son hégémonie sur le monde, une hégémonie qui a duré entre 1815 et 1940, c'est parce qu'elle avait mis en œuvre, dès les années 1750, une stratégie mercantiliste très efficace et très déterminée. Si en 1940, les États-Unis ont fini par ravir l'hégémonie à l'Empire britannique, c'est parce qu'ils avaient adopté eux-mêmes, dès 1860, une stratégie mercantiliste très efficace et très résolue. Si maintenant la Chine en arrive à rivaliser à parité avec les États-Unis, c'est parce qu'elle a mis en œuvre depuis les années 1990 une stratégie mercantiliste très agressive et très conquérante. Cette introduction faite, je commencerai par évoquer dans une première partie le fait que la Chine a encore accentué sa stratégie mercantiliste depuis 2011.
La deuxième partie consistera à évoquer où en est le rapport de force entre États-Unis et la Chine. Et dans la troisième partie, je déclinerai les conséquences macroéconomiques de la stratégie chinoise et en particulier, j'évoquerai le fait que la stratégie chinoise contribue à ce que les prix des matières premières restent durablement à un niveau très faible. Première partie, l'accentuation de la stratégie mercantiliste depuis 2011. La stratégie mercantiliste de la Chine repose sur trois piliers depuis l'origine. Premier pilier, c'est le pouvoir d'achat du coût salarial ouvrier horaire qui en Chine est maintenu très inférieur à celui des autres pays. Environ 5 fois inférieur à des pays comme le Mexique ou le Brésil et environ 15 fois inférieur à des pays comme l'Europe ou les États-Unis. Ce pouvoir d'achat des salaires ouvriers a été brutalement abaissé dans la période 1979 à 1989, période dans laquelle la Chine a rompu brutalement avec le collectivisme et à ce moment-là conduit à un chômage massif des ouvriers et ensuite à une forte baisse de leur pouvoir d'achat. Le deuxième pilier de la stratégie mercantiliste de la Chine, c'est le maintien du cours de la monnaie chinoise, le yuan, à un niveau pratiquement 2 fois inférieur à ce qu'il devrait être. Actuellement, par exemple, la Banque mondiale considère que la parité de pouvoir d'achat entre le dollar et le yuan devrait conduire à un cours de 3,50 yuan pour un dollar, quand en fait, la Banque centrale de Chine réussit à maintenir ce cours autour de 6,90 yuan pour un dollar. Donc vous voyez que le yuan est sous-évalué d'environ 50% contre dollar. Le troisième pilier de la Chine, de la stratégie de la Chine, c'est d'avoir réussi, malgré un avantage salarial majeur, malgré un avantage monétaire majeur, la Chine a réussi à se faire admettre à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, et depuis ce moment, les pays extérieurs à la Chine ne peuvent plus pratiquer de protection douanière à l'encontre du Made in China, et donc la Chine, évidemment, munie de ces trois dispositifs, a réussi des exploits en matière de commerce extérieur. Alors, il est intéressant de remarquer qu'il a suffi de 7 années entre 2001 et 2008 pour que, moyennant un temps de maturation normal, le surgissement de la Chine sur le plan commercial international a fini par provoquer la crise mondiale de 2008. Pour moi, la crise mondiale de 2008 est la réaction différée dans le temps de la décision de la communauté internationale d'accepter la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. On a eu une crise très grave, comme vous le savez, en 2008, et par une bonne surprise, on a vu entre fin 2008 et fin 2011, on a vu 3 années de rebond de la croissance internationale, 3 années qui ont surpris les observateurs. En fait, dans ces 3 années, on avait 2 choses, les pays occidentaux qui procédaient à une relance budgétaire et pratiquaient l'aventurisme, on peut dire, en matière budgétaire, avec par exemple des déficits budgétaires de l'ordre de 11% du PIB aux États-Unis dans ces années-là. Mais on a eu aussi, qui a contribué à la reprise économique, le fait que les autorités chinoises, par exception, ont laissé dans ces 3 années-là les salaires ouvriers de ce qu'on appelle les Minggong, c'est-à-dire les ouvriers qui n'ont pas de papier et qui malgré l'absence de papier, travaillent sur la zone littorale. Ces ouvriers-là ont des salaires très bas, comme je l'ai déjà dit, mais par exception, entre 2008 et 2011, ils ont bénéficié de hausses de salaire de l'ordre de 16%, ce qui avait contribué à dynamiser la croissance chinoise et indirectement la croissance internationale.
Mais dès 2011, tout s'inverse. La Chine reprend une politique anti-coopérative qui se manifeste à nouveau sur les salaires et sur la question du cours de change. Sur les salaires, dès 2012, la hausse des salaires revient à seulement 6%, et depuis 2013, la hausse des salaires des Minggong est seulement de l'ordre de 4% par an, ce qui est très faible. Et le deuxième aspect, est évidemment, ce retournement de la politique salariale chinoise s'est traduit par le fameux ralentissement chinois que tout le monde admet depuis 2012, mais que peu de personnes, à part moi, relient à le changement de politique salariale en Chine. Le deuxième élément à signaler, c'est la dévaluation du yuan intervenue entre début 2014 et début 2016. Début 2014, le cours du dollar était à 6,05 yuan. Fin 2016, il est à 6,90 yuan pour $1. C'est-à-dire une dévaluation de 15% du yuan contre le dollar et contre toute monnaie en général. Une dévaluation qui est d'autant moins admissible que la Chine, pendant ce temps-là, maintenait des excédents commerciaux considérables. Normalement, on réserve les dévaluations aux pays qui ont des problèmes de déficit commercial. Et là, la Chine, malgré un excédent commercial, a dévalué fortement sa monnaie. Il y a une troisième nouveauté depuis 2011 dans la stratégie chinoise. C'est ce que j'appelle, c'est une nouveauté qui m'est apparue seulement assez récemment. C'est le fait que la concurrence chinoise, maintenant, pratique le surinvestissement intentionnel. Vous avez sans doute entendu parler des problèmes qu'il y a eu dans le prix de l'acier, dans le prix de l'aluminium. On a assisté à ce qu'on appelle un dumping chinois, c'est-à-dire les entreprises chinoises qui abaissaient fortement leur prix de vente. Et en général, on constatait le dumping chinois, mais on n'en situait pas les vraies raisons. Eh bien, les vraies raisons, c'est qu'en fait, branche après branche, le gouvernement chinois encourage ces entreprises à développer un surinvestissement pour aboutir à des surcapacités mondiales et, après une période d'ajustement, à l'élimination des concurrents non chinois dans les branches considérées. On a vu ce phénomène-là dans l'acier, on a vu ce phénomène-là dans l'aluminium, on a vu ce phénomène-là dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, dans les drones, et maintenant, ce qui est très important, on le voit apparaître dans une branche qui est majeure, qui est la branche des microprocesseurs électroniques, ce qu'on appelle les puces électroniques. Quelles sont les données? Actuellement, les entreprises chinoises ne produisent que 20% des microprocesseurs, alors qu'elles en consomment 50%. Eh bien, le gouvernement chinois récemment a fait une annonce publique selon laquelle il fallait que les entreprises chinoises portent leur part de la production mondiale de 20% à 70% dans les 5 années qui viennent. C'est là une indication claire de ce que le gouvernement chinois encourage ces entreprises à développer un surinvestissement pour, encore une fois, aboutir à des surcapacités, à une période de dumping sur les prix que pratiqueront les entreprises chinoises et à l'élimination définitive des concurrents non chinois sur ce marché des microprocesseurs. Or, ce marché des microprocesseurs, comme vous le savez sans doute, est vraiment stratégique, puisque c'est lui qui est en amont aussi bien de l'industrie des robots, de l'industrie digitale, de l'industrie spatiale, de l'automobile sans conducteur, du camion sans conducteur, et surtout, et encore plus, l'industrie des microprocesseurs est vitale pour l'industrie des